libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Ça ne change pas. À Racaille, la 76e, avec aujourd'hui un fait exceptionnel dans notre programmation, un invité. Je vous le dis, c'est vrai, c'est un invité, il est là à côté de moi, je le touche, oui, il est bien là. Oui, il est là. Gérard Vidal, qui est photographe et qui va vous expliquer en quelques mots en quoi consiste son job de photographe. Non, c'est pas la mode, il photographie pas des beaux culs et des beaux... Sur des podiums, non. Sur des podiums, non. Non, pas vraiment. Avec dans la régie toujours Maïté et un jeune invité, futur invité, qui va se familiariser avec tout ce qui se passe ici. Jean, notre militant, Raymond La Science aussi. Et moi qui suis toujours moi. Oui, je suis la voix de la Fédération anarchiste. C'est pas rien. Officiel. Bonjour donc Gérard. Est-ce que tu peux en quelques mots, avant que Jean nous ratatine avec un texte assez difficile sur une manif qui s'est déroulée à la place Bellecour du côté de Lyon, nous dire en quelques mots ce que tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Non, mais on pourra développer. C'est un peu compliqué en quelques mots. Je suis photographe depuis 20 ans. J'ai couvert beaucoup de mouvements sociaux pendant cette période. Et puis parallèlement, j'ai aussi fait des films documentaires. J'ai travaillé comme chef opérateur. J'ai réalisé des documentaires, principalement un documentaire qui m'a tenu à cœur, qui est un peu une partie de ma vie. C'est une histoire sociale sur les luttes chaussons à travers le portrait d'une dizaine de militants. D'accord. Bon, on développera au cours de l'émission, ça va être passionnant. C'est assez rare de pouvoir recevoir un invité qui est impliqué justement dans tous ces combats que les gens de ce pays mènent, particulièrement en ce moment. Bien, Jean. Et puis, oui, pour une émission Chaussons, je précise que c'est une usine, une fameuse usine... les luttes chaussons, ce sont des luttes qui sont restées fameuses d'une usine. Oui, c'est c'est la vieille industrie en fait parisienne, née en 1907 dans la fabrication de radiateurs automobiles, qui a après construit les fameux cars chaussons qui sont assez emblématiques et bien connus, et puis qui fait de la sous-traitance pour Renault et Peugeot dans le domaine des véhicules utilitaires, dans les fourgonnettes, camions. 404 plateaux, enfin toutes ces histoires-là, quoi. Voilà, des luttes qui sont restées emblématiques elles aussi, hein. Et puis alors on va consacrer en fait avec Gérard cette émission à l'art et à la propagande, essayer de coller un peu à ce thème, hein. Et pour nous donner la tonalité de l'émission, on va commencer par une chanson de la propagande vichysoise, hein, une chanson de la collaboration, une bien pourrie. Qui est tout à fait d'actualité. Qui est pas la plus connue, qui a été un tube en son temps, hein, qui est, vous allez voir, tout à fait d'actualité, malgré une mélodie qui a vieilli un petit peu, peut-être. Oh, quoi. Vous allez voir que les paroles, c'est pas piqué des hannetons et ça colle bien avec le régime actuel. Le soleil sur le monde nous versera l'ordure de ses rayons. On verra jaillir la moisson blonde que le travail donne aux sillons. Nos cœurs palpitent d'espérance, car rien non plus jamais n'arrêtera le destin sublime de la France, où toujours la gloire germera. Au travail, au travail, au travail. Semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté, de la terre nourricière, jailliront les fleurs de liberté. Aimant pour la France éternelle, donnons nos cœurs, donnons nos bras, la plus belle pour nous c'est elle, c'est par nous qu'elle vivra. Chacun de nous fera sa tâche.
tâche, et nos enfants plus tard feront pareil. Nos couleurs pourront flotter sans tâche. Amis, c'est l'heure du réveil. Notre idéal doit nous conduire, notre avenir se trouve entre nos mains. Soyons fiers d'avoir à le construire, bâtissons la France de demain. Au travail, au travail, au travail. Radio Libertaire, la voix de la Fédération. Non, c'est pas Radio Paris, vous inquiétez pas, c'est toujours Radio Libertaire. Avec un choix que nous devons à notre camarade Raymond Lascience. Elle n'était pas piquée des hannetons, celle-là. Hein. Non, pas du tout piquée des hannetons, mais enfin, on va pour l'infliger. Mais t'as écourté quand même ton supplice. Oui, sur ta demande pressante d'ailleurs. Voilà. Alors, je voudrais quand même préciser pour nos auditeurs, c'est important, qu'elle était interprétée et créée aussi également par l'inénarrable auteur de Maréchal nous voilà, André Dassary. Ah oui, André Dassary. Que Robert doit être d'ailleurs le seul. Je pense que c'est le seul, notre ami Robert, le seul anarchiste encore en activité, je dirais, qui a eu l'insigne honneur d'écouter Dassary en concert. En concert à la halle au cochon de Rabastens de Bigorre. Bon, et son statut avait peut-être un petit peu dégringolé, quoi. Il était obligé de faire les foires aux cochons. Les foires aux cochons, en Bigorre, oui. C'était quand même. Et je vous rassure, j'étais pas encore majeur, je devais avoir 7 ou 8 ans, 10 ans peut-être. C'était quand même encore une vedette. Ceci dit, il était pétainiste comme 95% des Français en 43. Hein. Ouais. Enfin voilà. Alors je vais vous lire un témoignage et puis on reviendra à Gérard ensuite, ou le début d'un témoignage parce que c'est un petit peu long, donc on le finira en fin d'émission. On lira la deuxième partie en fin d'émission. Ça nous est envoyé. C'est un témoignage évidemment qui est d'une fiabilité totale, qui nous est envoyé par une étudiante en master de sociologie à l'École normale supérieure, et c'est une fille d'amis, donc voilà, c'est du fiable à 100%. Jeudi 21 octobre 2010, j'arrive un peu après-midi sur la place Bellecour, accompagné de plusieurs amis étudiants. Une manifestation est prévue pour 14h, place Poncet, située à l'angle de celle de Bellecour. De nombreux jeunes sont présents, en majorité des lycéens et collégiens. On franchit un cordon de policiers pour entrer sur la place. Ceux-ci sont placés par plusieurs dizaines à toutes les sorties de cette place publique, une des plus grandes de France. Ils sont équipés des pieds à la tête. Casques, boucliers, matraques, pistolets. Se trouve là également un camion blindé du GIPN et 2 camions à eau anti-émeute. Un hélicoptère survole le lieu à basse altitude. 30 minutes plus tard, suite à quelques pierres lancées en direction de la police et de ses véhicules, les policiers se mettent en action et lancent des fusées lacrymogènes. Dispersion de la foule. Vers 13h30, nous commençons à nous rapprocher de la poste d'où part la manifestation. Un cordon de police sépare les manifestants qui sont déjà sur la place Bellecour de ceux qui sont sur la place Poncet. Les policiers refusent de nous laisser passer. Après une demi-heure de discussion, ils finissent par ouvrir le cordon et laissent passer une trentaine de personnes avant de le refermer brutalement, lorsqu'apparemment la population qui passe ne répond plus aux critères du bon manifestant. La peau claire, pas de survêtement ni capuche. Plus personne n'a le droit de sortir de Bellecour. La tension monte. Pendant plus d'une heure, nous essayons en vain de rejoindre l'autre partie des manifestants qui nous attendent de l'autre côté. Eux aussi se font gazer. La foule de Bellecour est dispersée. À 15h30, finalement, les manifestants libres décident de partir en cortège. Nous, on attend. Nous sommes plusieurs centaines sur la place. Celle-ci est relativement calme. Les policiers nous disent qu'on pourra ressortir quand la manifestation sera partie. On attend encore. L'hélicoptère tourne au-dessus de nous dans un bruit assourdissant. Il y a quelques mouvements de foule, mais la scène reste calme. À vrai dire, on s'ennuie. Croyant seulement partir en manifestation, je n'ai rien pris avec moi, ni eau, ni nourriture, ni occupation. Un peu plus tard, nous décidons de nous en aller avec une amie, mais les policiers refusent toujours de nous laisser passer. Il doit être aux environs de 16h30, cela fait 3 heures qu'ils nous retiennent. Je leur dis mon envie de pisser et de manger, mais pas moyen. Je commence à en avoir sérieusement marre et prends conscience de la rétention forcée que je subis.
Les policiers nous disent que c'est sur ordre du préfet et qu'ils ne savent pas quand ils auront l'autorisation de nous laisser sortir. À un ami qui demande s'il serait possible d'amener un ballon de foot de l'extérieur, histoire de s'occuper, un flic répond qu'il n'a qu'à prendre la vessie bien gonflée de la jeune fille qui vient de demander à sortir pour aller aux toilettes avant de s'esclaffer avec ses collègues. Il y avait du gros con au mètre carré, ce jour-là. Malgré tout, la place s'est vidée un peu. Aidés par des habitants et des propriétaires de magasins qui leur ont ouvert les portes et arrière-boutiques, certaines personnes ont pu sortir. J'apprends également que les policiers ont laissé sortir certains amis étudiants, mais qu'en revanche, les jeunes typés maghrébins se sont vus la sortie refusée. La moyenne d'âge des personnes retenues ne dépasse pas 18 ans. Il est environ 17 heures et nous apprenons que nous ne sortirons peut-être pas avant 21 heures. Les esprits commencent à paniquer. J'entends des collégiens qui essayent de faire comprendre à leurs parents, au téléphone, qu'ils ne peuvent pas rentrer car ils sont retenus par les policiers. Il fait de plus en plus froid. Je retourne voir la police pour des explications. L'un des policiers m'explique qu'on a de la chance d'être en France, car si on était en Espagne, on se serait déjà fait fracasser la tête par la garde civile, et que lorsqu'il y a des troubles de l'ordre public, la liberté de circuler librement peut être suspendue. La place, à ce moment, et depuis plus d'une heure, est parfaitement calme. Lorsqu'un peu plus tard, des jeunes commencent à se rassembler en protestant, les policiers avec qui nous discutions pointent sur nous leurs armes et nous demandent de reculer, ce qu'on fait. Des lacrymos sont lancés sur toute la place, des fusées jetées dans le ciel, qui s'éparpillent en retombant sous forme incandescente. Voilà, la deuxième partie de ce témoignage. On pourra en discuter. La liberté de circuler librement qui peut être suspendue lorsqu'il y a des troubles de l'ordre public. Je sais pas, c'est un truc qu'il faudrait vérifier. Enfin voilà, Robert vous lira en fin d'émission la deuxième partie de ce témoignage. D'accord. D'accord ? Ouais.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours là, près de vous, avec toujours les mêmes, a été dans le studio avec un petit camarade, Jean, missionné à la propagande pour tout de suite, et notre invité, Gérard Vidal, photographe. Comment on pourrait te qualifier photographe de quoi? Parce qu'il y a des photographes de presse, de mode... Oui, c'est photographe de presse. Photographe de presse, oui. Avec une spécialité quand même. Oui, avec une sensibilité particulière, oui. D'accord. Ouais, tout ce qui peut relever du social. Mais je peux faire aussi des travaux photos dans d'autres domaines. Bon, c'est pas... D'accord. C'est pas mon unique registre. Tu veux faire du catalogue? Non, mais bon, j'ai beaucoup de photos personnelles aussi, qui sont des travaux de voyage, Oui, ouais, je pense qu'en fait, c'est ma sensibilité politique, un peu mon engagement préalable qui m'a tiré vers les photos d'action sociale un peu. Donc, en partie depuis 95, depuis le grand mouvement social, qui était quand même une source de photos magnifiques, vu la pêche et la dynamique qui régnait à ce moment-là, quoi. Non, mais comme pas mal de photographes se sont coltinés avec la vocation pendant les événements de mai 68. Il y a eu des jeunes photographes comme Le Quérec, Dick Yvon et compagnie là, qui ont fait leur première photo à cette époque-là. Et après sont devenus des photographes un peu reconnus, quoi. Oui, en fait, je fais de la photo depuis plus de 20 ans, mais c'est vrai que c'est 95, en fait, ce mouvement-là, qui m'a poussé un peu vers la photographie sociale, à travers des commandes qu'on m'avait faites aussi pour certains journaux syndicaux ou autres, donc c'est aussi une motivation, forcément. Je crois que oui, c'est ça essentiellement, quoi. Mais tu étais déjà engagé politiquement ou syndicalement? Oui, j'ai fait une quinzaine d'années de syndicalisme dans une usine où je travaillais, ce qui a été mon premier travail quand je suis arrivé à Paris en 73, donc cette usine Chausson. Vieille usine, vieille tradition syndicale, en 75, une grève de 2 mois, puis beaucoup de conflits importants dans le cadre des luttes de l'automobile autour des années 83, un peu plus tard en 88, donc une énorme activité avec beaucoup de travailleurs immigrés, donc beaucoup d'innovation dans les formes de lutte, dans les recherches, dans les problèmes de démocratie par rapport à l'expression de toutes ces nationalités, maghrébines, maliennes, arabes officiels et patois, tout ça. Donc une expérimentation sur ce plan très très riche. Surtout en 75, qui était quand même une période encore très vivace au niveau des luttes, très riche, enrichie par beaucoup d'apports théâtraux, enfin beaucoup de choses comme ça, quoi. Et est-ce que tu as pu remarquer un engagement aussi de jeunes universitaires dans les usines, comme ça a été le cas juste après les événements 68? Il y a eu pas mal... Tu parles là des établis un peu Ouais. Non, moi je n'ai pas connu personnellement. Enfin, j'en ai connu dans d'autres entreprises, dans des rapports intersyndicaux, oui. Il y en a assez peu qui sont restés de toute façon. Ouais. Ils sont pas restés parce qu'ils ont été expulsés parce qu'ils étaient un peu fauteurs de troubles dans ce milieu, ou parce que après ils ont voulu passer à autre chose, ils se sont pas intégrés vraiment, ou alors c'était juste de passage pour voir comment ça fonctionnait. C'était beaucoup de courants Mao, en fait, qui avaient joué cette carte-là. Non, il y a eu le déclin un peu de tous les groupes maoïstes qui a joué. Puis sans doute la difficulté que représentaient ces travaux-là, parce qu'ils rentraient comme OS la plupart, donc c'était des universitaires, des diplômés qui se tapaient un boulot d'OS. Tant qu'il y a une espèce de croyance, de foi militante, entre guillemets, on peut supporter. Après, avec les années 80 plutôt plates au niveau encéphalogramme des luttes, donc c'est génial. Ils ont quitté, mais j'en connais qui sont restés jusqu'au bout. Ouais. J'avais connu à cette époque-là un jeune copain justement qui s'était engagé
dans le mouvement syndical, en étant un ouvrier justement. Je me souviens plus dans quelle boîte, enfin un truc assez important, et qui était effectivement un universitaire de courant maoïste justement. Je crois que ceux qui, les quelques-uns qui sont restés ont fait des travaux professionnels un peu de qualité. Je crois que c'était aussi une condition pour rester, parce que le travail sur chaîne dans l'automobile, par exemple, c'est terrifiant, quoi. Bon. D'accord. Bien. Je vais vous lire un truc qui est pas piqué des hannetons, là. Propaganda. Ça, c'est le sous-titre, c'est comment manipuler l'opinion en démocratie, par Edward Bernays. Le texte date de 1928. Hein. Ça a l'air, vous allez voir aussi, ça a l'air d'être très récent, tout ça. Hein. L'ingénierie du consentement est l'essence même de la démocratie, la liberté de persuader et de suggérer. Edward Bernays, qui était né en 1891, qui est mort en 1995, comme quoi la mauvaise herbe, 104 ans, pas mal, a été l'un des premiers à vendre en fait des méthodes d'utilisation de la psychologie du subconscient dans le but de manipuler l'opinion publique. C'était le double neveu de Freud. Je sais plus très bien pourquoi double neveu, mais en tout cas, chez Freud, on était pas sûr que le tonton aurait été très content de voir que ces théories étaient récupérées par son neveu pour vendre des savonnettes en masse. Mais enfin bon, pour lui, une foule ne pouvait pas être considérée comme pensante. Le fondement en fait de sa doctrine était qu'une minorité intelligente doit avoir le pouvoir démocratique et que la masse populaire doit être modelée pour l'accepter. Ben oui. Ouais, et c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, puisque le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, s'est fortement inspiré de ses travaux. Et puis voilà, Edward Bernays, il a été identifié par le magazine Life comme l'un des personnages les plus influents du XXe siècle. Très peu de gens ont entendu parler de lui, surtout en France à mon avis, mais voilà. La propagande joue un rôle important dans l'éducation artistique du grand public américain. Une galerie qui veut lancer un artiste doit amener l'opinion à apprécier son œuvre et engager pour cela un effort de propagande délibéré. L'art comme la politique est entre les mains d'une minorité qui, pour diriger, doit rencontrer le public sur son propre terrain et étudier l'anatomie de l'opinion pour l'utiliser à bon escient. En ce qui concerne les arts graphiques et les arts appliqués, la propagande offre aux artistes des opportunités plus vastes qu'autrefois. Pourquoi ? Parce qu'une production de masse exclusivement fondée sur les prix irait droit dans le mur. Les industriels n'ont donc pas d'autre solution que de créer dans de nombreux secteurs des conditions concurrentielles fondées sur des valeurs esthétiques. Des entreprises de tous ordres capitalisent sur ces valeurs, elles capitalisent sur le sens du beau pour s'ouvrir des marchés et augmenter leurs bénéfices. Ce qui revient à dire que l'artiste a maintenant l'occasion de collaborer avec l'industrie et de cultiver, ce faisant, le goût du public, d'injecter de la beauté en place de la laideur dans des articles d'usage courant et d'y gagner par-dessus le marché de la reconnaissance et de l'argent. Aidée de la propagande à qui elle confie le soin de préciser les critères du beau, l'entreprise, de son côté, contribue indéniablement à hausser le niveau culturel du pays. Dans la tâche qui lui est ici assignée, la propagande va naturellement s'appuyer sur des personnalités dont les goûts et les avis font autorité. Pour éveiller l'intérêt du public, elle travaillera principalement sur l'orchestration d'événements singuliers et la mise en rapport des valeurs esthétiques. Un nouveau motif d'inspiration peut avoir pour l'artiste un caractère très technique en liaison avec un type de beauté abstraite, et si l'on veut que le public y soit sensible, il faut l'inciter à l'associer à des valeurs qu'il reconnaît et apprécie. Je prendrai pour exemple le cas de l'industrie de la soierie américaine, qui conquiert des marchés en allant chercher ses sources d'inspiration à Paris. Le cachet d'autorité qu'elle en retire lui permet de consolider sa position aux États-Unis.
Voilà. Alors propaganda, évidemment à prendre avec des pincettes, hein, mais c'est passionnant quelque part. Hein. On comprend des tas de choses hein, sur ce qui nous gouverne. Propaganda a été réédité par les éditions Zone, petite maison d'édition très courageuse, hein, pour 11 à 12 euros environ. Hein. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Téléphone 01 48 05 34 08. Site internet librairie-publico.com. Métro, Robert. Métro, fille du calvaire au Oberkampf. Voilà, Edward Bernays. Alors, il a commis, entre autres, par exemple, l'industrie des cigarettiers américains lui a demandé de réfléchir de lever, en fait, le tabou de la cigarette chez les femmes. Les femmes ne fumaient pas. Donc, il a imaginé de faire défiler de très jolis mannequins pour déculpabiliser un maximum, en fait, ou donner envie de faire défiler de très jolis mannequins sur les podiums des créateurs de mode, hein, qui fumaient. Et puis il a aussi investi le milieu du cinéma. On a vu apparaître la femme fatale, la cigarette à la bouche, et ça a permis à l'industrie. Ça, c'était à quelle époque c'était? Oh bah c'était dans les années 40, quoi, tu vois, 30-40. Tu vois les femmes fatales du cinéma, Joan Crawford et tout. Aujourd'hui, on est d'ailleurs ils sont bien embêtés avec ces films, puisque Lorraine Bacall, oui, c'était un petit peu plus tard, mais tu vois. Je cherchais le nom de cette actrice, effectivement. Avec l'acteur américain fabuleux, quand ils ont fait Casablanca, c'était avec elle. Humphrey. Humphrey Bogart. Oui. Ah oui, mais c'était un petit peu avant, les femmes fatales du cinéma, type Joan Crawford, qui fumaient effectivement dans les films et qui ont permis aux cigarettiers américains d'engranger des milliards de dollars supplémentaires, quoi. Voilà, c'était un petit futé, hein. Bien, pour l'industrie du cancer, c'est pas mal aussi. Ça fait bosser plein de gens, entre autres les grandes entreprises pharmaceutiques, et puis voilà. Bien. Voilà, parce que la propagande, évidemment, elle touche autant les régimes démocratiques que les régimes totalitaires. Hein. Il faut surtout pas s'imaginer autre chose. Hein. Ouais. Et toi, dans ton métier de photographe, tu t'es frotté à la propagande. T'as été utilisé par la propagande? Quand on fait de la photo d'action sociale, on a un petit doigt dans la propagande. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Mais la seule différence, c'est que c'est un volet artistique lié à une conviction militante. Donc on le fait honnêtement. Je crois que la pire des choses en la matière, c'est le cynisme à pointer des propagandistes, des publicitaires entre autres, ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que la propagande est aussi forte, peut-être même plus forte aujourd'hui dans nos sociétés libérales que dans les sociétés totalitaires. Hein. Je pense que c'est du même niveau. Et ils peuvent même se payer le luxe de laisser quelques marges à la marge des possibilités d'expression, dans la mesure où la diffusion est très limitée et que ça passe, ça justifie un peu une espèce de fond de liberté qui on pourra y revenir. Ouais, tout à fait, ouais. Juste, c'est Jobs.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours aussi claire, toujours aussi convaincue du message qu'elle véhicule. Araka, il est la 76e, oui, ça devient une mémé. Avec les mêmes à la régie, un duo, oui, enfin bon, nous n'approfondirons pas. Jean, commis à l'instruction publique, notre émissaire noir, comme je le rappelle à chaque fois, mais une instruction publique particulière, elle est artistique. C'est ça. Presque exclusivement. Presque exclusivement. Avec parfois des dérogations. Ou des dérapages. Ou des dérapages, ça arrive. Et notre invité, Gérard, Gérard, il a un nom, que je le vois ici. Gérard Vidal. Non, parce que moi, on sent qu'il a bien répété. Les prénoms, ça va, les noms, c'est un peu plus... L'émission a été préparée avec le plus grand soin, hein. Par Jean. Voilà, et il m'a pas communiqué le résultat de son boulot. Donc, je suis obligé d'improviser. Bien, hors micro, on papotait avec notre invité, donc Gérard Vidal, photographe de presse, sur la propagande actuelle qui est certainement à côté de la propagande dont nous parlait Jean dans son texte là, de présentation de propaganda, qui maintenant à côté, c'est un truc hyper, ça occupe tout le temps, 24 heures sur 24. Mais peut-être plus insidieuse parce que c'est empaqueté, il y a des jolis paquets cadeaux avec des beaux rubans. Voilà, tu peux nous répéter. Ah oui, sous une apparente liberté, quoi. Ouais. Oui, je partais c'est Chomsky qui disait ça, je sais pas, il écrivait ou disait, peu importe. Prenant l'exemple des États-Unis, c'est un pays où en fait on peut avoir accès à toutes les informations, contrairement à des dictatures totalitaires qui bloquent l'accès à l'information. Le seul problème, c'est que pour avoir accès à toutes les informations, il faut être un fanatique et passer des heures, ce qu'il fait d'ailleurs, et ce qu'il fait fort bien, passer des heures sur Internet en recherche. Mais la grande masse des gens aux États-Unis, c'est sans doute la même chose en France, n'a pas accès à cette information. Donc on peut très bien tolérer des formes de libre expression, bon, comme ici par exemple, très marginal, très marginal, et complètement écrasé par le rouleau compresseur de la pub, de la communication, de l'information officielle, distillée par les chaînes ou les radios publiques. Enfin, donc voilà. Et par exemple, quand à ce propos justement, quand Mélenchon, relayé par Hamon, du PS, le porte-parole, stigmatise l'un, Pujadas, en disant que c'est vraiment un pourri, et l'autre, je sais plus quoi. Enfin bon, qu'est-ce que tu crois que c'est, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils se lancent dans une bagarre justement contre cette espèce d'occultation des vraies infos, Oh, je sais pas, enfin, pour Mélenchon, c'était peut-être aussi un moyen de se faire un petit coup de pub médiatique. Ah, d'accord. Hein. Bon, je partage son point de vue, je supporte pas Pujadas, donc je le zappe quand il est à la télé, je vais chercher l'info ailleurs. Après, bon, l'abreuver d'injures, je sais pas si ça présente beaucoup d'intérêt. Non. Bon. non, parce que on aime toujours avoir un point de vue extérieur, puis un peu plus froid que le nôtre, un peu plus professionnel. C'est pour que les auditeurs puissent se faire
petite idée de ce qui se passe réellement, quoi. Mais effectivement, alors donc ça voudrait dire, parce que moi je suis un petit peu béotien là-dedans, j'écoute jamais ces émissions, mais que un type comme Pujadas, c'est à la 2, sur la 2, je crois. Oui, il fait le journal de et que ça veut dire que le journal de la 2 est complètement manipulé par les gens de pouvoir, choses comme ça. Oh, c'est sans doute plus compliqué, mais bon, par exemple dans les situations de crise sociale, de conflit, là, comme en ce moment, notamment en plus, il y a une partie des rédactions des chaînes publiques qui sont en grève. Ouais. Je pense plus sur France 3 que sur France 2, enfin peu importe. Donc les journaux sont faits par ceux qui restent, donc ils sont pas forcément les plus revendicatifs. Et à ces périodes-là, il doit y avoir des pressions effectivement sur les chaînes. Et puis bon, là c'est insupportable. Moi, j'écoute quasiment plus France Info, je regarde plus les journaux télévisés, parce que ça relève vraiment du matraquage anti-grève, oui. Mm-hmm. Non, puis il faut se rappeler que le directeur de France Télévisions est nommé par le président de la République. Oui, je vois pas comment c'est le seul pays d'Europe. Le journal de la moindre chaîne de ce groupe pourrait être indépendant. C'est absolument impossible. Faut pas rêver. Même si, comme tu le disais, c'est forcément plus compliqué que ça. Hein. Il y a quand même des gars qui essayent de faire leur boulot. Mais bon. Oui, il y a des journalistes honnêtes. Il y a des gens qui vont sur le terrain, qui font leur boulot. Après, quelle place on leur accorde? Moi, je connais pas tous les détails, mais il y a des conflits internes aussi à France 3 à ce sujet. France 3, France 2, oui. Oui, parce que tout est décidé en comité de rédaction. Avant qu'il y ait un blablateur qui vienne présenter un JT, c'est façonné avant, et avant, qui c'est qui décide s'il y a un journaliste qui a envie de donner une info vérifiée qui va à l'encontre du matraquage, est-ce qu'il a la parole vraiment? Non, enfin, je connais pas assez bien pour répondre à cette question, mais je pense pas. Oui, il y a des choix éditoriaux évidents qui sont décidés au niveau supérieur, c'est évident. Alors quel lien avec les politiques, on peut pas aller trop loin, j'en sais. Et toi, comme photographe de presse, quand tu présentes tes photos à une rédaction de magazine, etc., comment ça se passe? C'est le choix, c'est toi qui tu participes à l'editing, ou simplement tu laisses tes photos et les gens en font ce qu'ils veulent? Comment ça se passe? En fait, j'ai souvent travaillé pour des journaux particuliers, donc il y avait des complicités, donc ça se gérait assez bien dans l'ensemble. J'ai fait, dans l'ensemble, c'est ça, vu que j'ai articulé, que ce soit un travail de photographe et puis de prise de vue ou de réalisation, je me suis pas trouvé dans la vraie situation d'un photographe de presse, c'est-à-dire qu'il travaille avec des agences ou autres. Toi, tu étais en direct avec l'éditeur? Oui, parce que c'était souvent des petites publications. Militantes? Pour certaines, oui, pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est aussi des publications institutionnelles ou... Oui. Mais tu sens que ton travail est utilisé d'une manière... correct, c'est un mot un peu simple pour le qualifier, mais on truque pas ton travail, on le présente comme toi tu l'as senti, comme quoi tu l'as vu, comme quoi tu l'as photographié. Relativement, oui. Bon, il peut y avoir des gaffes. Je sais que je me suis fâché avec Rouge à une époque parce qu'ils avaient déplacé une photo d'une manif à une autre. Bon, en plus, la photo était centrée sur une personne. Je trouvais que c'était pas très respectueux de la personne de lui faire jouer un rôle qu'elle n'avait pas joué, dans la mesure où c'était pas la bonne manifestation. Mais ça, c'était plus une gaffe qu'autre chose. C'était pas forcément. C'était pas délibéré. La photo leur a plu, ils l'ont prise pour illustrer 2 ans après un conflit de jeunes, alors qu'elle avait été prise dans une manif anti-Le Pen 2 ans auparavant. Donc voilà. Mais ça, c'est des gaffes, oui. C'est plus des conneries. Mais comme j'ai travaillé souvent, donc, avec des petites structures comme ça, avec des liens de complicité et de proximité, la question se pose pas. Je peux pas trop répondre parce que ça n'a jamais été trop mon truc sur les photographes d'agence, par exemple, le rapport qu'ils ont. D'accord. Bien. Heureusement que
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, une voix... Oh, enfin bon, qui... On va pas essayer de vous persuader, vous l'êtes déjà, c'est sûr. Enfin, on peut rêver. À Raquel, la 76e, avec la régie, blablabla, Jean, commissionné à l'instruction artistique, et notre invité Gérard Vidal, photographe professionnel, qui nous en apprend drôle sur son métier. Entre nous, il peut pas blairer les photographes. Et ça, c'est un scoop. Hein. Non. Bon, Jean, tu oui, à propos de matraquage, l'art officiel, parce que l'art officiel, il peut prendre évidemment des tas de formes, hein, et en fonction du régime sous lequel il s'exerce, hein, s'il est le plus souvent assumé sous les régimes totalitaires, hein, il se manifeste évidemment beaucoup plus subtilement, mais non moins dangereusement dans les démocraties. Hein. Quand un art officiel est adopté puis mis en avant en fait par un État, hein, il devient un instrument de propagande et d'idéologie. C'est automatique. Hein. Cette occupation de la scène artistique, mais ça, Robert nous le confirmera, il en a été la victime, la pauvre victime. Cette occupation de la scène artistique, ça reste complètement valable, par exemple, dans une démocratie comme la France, hein, tend à effacer et rendre invisible l'art qui ne correspond pas aux critères de l'art officiel. C'est-à-dire, vous n'avez accès, évidemment, ni aux médias, ni aux salles d'exposition. Enfin bon. Mais vous avez le droit de créer ça. C'est la différence, en fait. La seule différence entre les régimes totalitaires et les démocraties, c'est le droit de créer. Le droit de créer dans la misère. Et le droit d'en crever. Et le droit d'en crever, absolument. Alors, dès le début de l'histoire, en fait, on voit apparaître un art destiné à célébrer les divinités et les hommes qui les représentent, hein, sur la Terre, dans la mesure où, en fait, les premiers États, en fait, ont toujours un chef doté d'une dignité religieuse. L'art officiel naît avec les premières civilisations historiques, hein, qui sont la Perse, par exemple, Babylone ou l'Égypte. Hein, c'est plus près de nous, c'est beaucoup plus fameux, hein, et se manifeste, comme en Égypte d'ailleurs, sous la forme d'une architecture colossale, hein, dont beaucoup d'éléments sont d'ailleurs parvenus tels quels jusqu'à nous. Hein. Les pyramides, c'est de la propagande, hein, c'est de l'art officiel, c'est de la propagande. Dans les cités grecques, les monuments ne célèbrent plus le monarque, mais la cité tout entière, hein, et ses dieux tutélaires. Rome va reprendre à son compte l'architecture héritée des Grecs, hein, pour célébrer sa propre civilisation et ses propres valeurs. À partir de l'époque gothique, j'essaye d'aller un petit peu vite, hein, à partir de l'époque gothique, l'art devient un enjeu de compétition entre les cités concurrentes. La bourgeoisie locale, vous pouvez voir ça partout en France, hein, le vérifier partout en France, y compris dans les contrées les plus reculées. Hein. La Creuse au hasard. Ou la Bretagne, ou certains départements de la Bretagne. Hein. La bourgeoisie locale finance principalement des églises et des cathédrales au format toujours plus extraordinaire, car il faut qu'on les voit de loin, hein, bien sûr. Ou la religion, c'est là qu'on rejoint la propagande, où la religion est un prétexte en fait à prouver sa puissance financière. C'est de cet art bourgeois qu'est né le statut d'artiste, en fait, ça on le sait peu, hein, puisque c'est à l'époque gothique que les ouvrages ont commencé à être signés nominalement. Avant, il ne l'était pas. Eh non, il ne l'était pas. Alors, le protestantisme produit, lui, un art inédit, hein, qui ne montre plus que ses commanditaires, leur possession, mais aussi leur art de vivre, hein, portraits, scènes d'intérieur, paysages. Hein. La peinture hollandaise de ce qu'on a appelé le siècle d'or, c'est-à-dire du XVIIe siècle, hein, pour si belle qu'elle soit, hein, et l'affirmation en fait du pouvoir financier et politique de la bourgeoisie. François Ier est l'initiateur, ça on est en France, hein, évidemment, d'un art d'État, attirant les meilleurs artistes italiens. Mais enfin, on a souvent parlé de la Renaissance ici, alors je vais pas trop me répandre. Hein. Il suscite une importante production d'édifices, de peintures et de sculptures, hein, afin d'établir la puissance du pays. Louis XIV ira plus loin encore, préfigurant d'ailleurs les pratiques des pouvoirs totalitaristes du XXe siècle. Dans un premier temps, il tente d'attirer à Paris les grands artistes de l'époque, puis il cherche à inscrire son règne dans l'histoire en décidant de la création, on a un peu oublié ça, d'un ordre français qui s'ajouterait aux 3 ordres classiques grecs. Après la Révolution et son passé de régicide, hein, un artiste comme David se mettra au service de Napoléon
dans de grandes toiles magnifiquement exécutées, hein, à la gloire de l'Empire. Dans de grandes bouses magnifiquement exécutées. À la gloire de l'Empire. Hein. Sous Charles X, les artistes sont intégrés à un vaste programme, c'est la Restauration, hein, je précise, un vaste programme de légitimation de la monarchie. Des peintres comme Ingres ou Delacroix, on le sait moins, hein, s'y laisseront prendre un peu. Un petit temps, enfin qu'on s'en tape, mais Delacroix c'est moins drôle. Mais l'histoire s'est vengée, hein, puisque ce n'est pas pour leurs œuvres de cette époque qu'ils ont marqué l'histoire de l'art, hein, on peut le dire. Ouais. Voilà. Il y aura après les artistes du pompier, hein, qu'on a baptisé de pompiers ou peintres académiques, en tout cas du Second Empire, hein, qui s'illustreront dans la défense des valeurs morales, ce qui leur vaut d'ailleurs d'être pratiquement tous complètement oubliés aujourd'hui. La révolution russe séduira de nombreux artistes, hein, mais ils se verront rapidement imposer, je pense en particulier à Malevitch, hein, ils se verront rapidement imposer un travail académique exclusivement dédié à la glorification des figures du parti. En Italie, le régime fasciste tentera notamment les futuristes, comme nous le verrons tout à l'heure si on a le temps, mais peut-être une autre fois. Hein. Le régime nazi est lui dirigé par un artiste raté, qui se mêle dès le départ d'esthétique, on en a déjà parlé dans cette émission, hein, annonçant dans son programme quel art est valide et quel art ne l'est pas, hein, en se fondant sur ses goûts personnels et son populisme. Hein. La définition la plus facile qu'on puisse trouver, c'est un artiste qui peint l'herbe en bleu est forcément un menteur. Hein. Ouais. Par exemple. Ceci dit, il était bien secondé. Hein. Je crois que c'est le même Goebbels dont on a parlé tout à l'heure qui disait... à je ne sais plus quel artiste ou écrivain, c'est nous qui décidons qui est juif et qui ne l'est pas. Il faudrait que je revoie ça. Enfin, dans la Chine de Mao, il est demandé aux artistes d'inonder littéralement on privilégie en fait l'art populaire au détriment de l'art dit bourgeois, c'est-à-dire que les toiles en fait disparaissent. Hein, les artistes sont obligés de se cacher un petit peu pour peindre des toiles, et ce sont plutôt les affiches, enfin c'est plutôt de l'illustration en fait, hein, l'illustration qui va être poussée, hein, sous la forme d'œuvres allégoriques diverses. Hein. Dans chaque district, ce sont des assemblées populaires qui expliquent aux artistes ce qu'ils doivent créer, offrant l'apparence totalement absurde d'un art démocratique, et bien sûr je mets ça entre guillemets. Voilà pour l'art officiel, ça continue bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on reverra ça une autre fois. Merci Jean, et je retire ce que j'ai dit en avançant que la Creuse était un pays couvert de cathédrales. C'est peut-être le département de France où il y en a le moins. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner en plus, ça appelait de la Creuse. Un pays aussi où le monument aux morts de la guerre de 14 est à peu près inexistant. Donc pardon les Creusois. Je me suis planté, mais je suis assez récidiviste dans ce domaine. Je voulais te poser une question aussi, Gérard, parce que tu disais tout à l'heure que c'était surtout en 95, donc avec les premières, ça concernait déjà la modification éventuelle du régime des retraites, hein, ces manifestations, que tu avais commencé à la photo réellement, disons des luttes, enfin orientées lutte sociale et tout, mais des photos de chaussons, tu en as commencé. Bien avant, non? Dès les années 80 Chaussons, j'ai filmé, en fait. Tu as filmé. À filmer très peu, mais bon, c'est un peu emblématique. J'ai filmé des minutes de Super 8 en 75 qui m'ont beaucoup servi. En plus, c'était très chouette. C'était une troupe de théâtre et la CIFA qui jouait pendant l'occupation de l'usine, qui a duré 2 mois, cette occupation. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives artistiques. Mouchkine est venu, beaucoup d'interventions théâtrales. Donc, une grève très belle, très vivante. Et j'ai commencé à filmer à ce moment-là, en 75, oui. Quelques images de Super 8. Ensuite, j'ai continué à partir au début des années 90 en fait. Je suis parti, j'ai quitté Chausson en 91, un peu fatigué, un peu envie de faire autre chose. Et en fait, les copains m'ont rappelé parce qu'ils étaient encore en grève là contre toute une série de plaintes de licenciement, et donc j'ai continué à les filmer régulièrement dans toutes leurs actions, notamment des trucs assez rocambolesques au Sénat, avec une occupation du Sénat au Conseil d'État, donc beaucoup d'actions de ce type qui étaient très très déterminées, très très intéressantes.
Donc de tout ça, j'avais fait pour le comité d'entreprise un film que je renie pas, mais qui était un peu une commande. Un film construit sur l'équilibre entre syndicats. Je renie pas ce film, mais il me satisfaisait pas, donc j'ai eu envie de faire un film plus personnel sur cette histoire avec toutes les archives que j'avais accumulées. Voilà. Donc ça s'est appelé Chers camarades et je l'ai construit un peu autour du portrait d'une dizaine de ces militants, qui racontent leur parcours personnel, en quoi cette histoire a pu les transformer, les enrichir, ce que ça leur a apporté. Notamment beaucoup de militants immigrés qui ont gagné vraiment une reconnaissance, une dignité très forte à travers cette histoire. Donc voilà, ce film qui est sorti en 2004. Et il y a moyen, parce que c'est quand même une sacrée mémoire ouvrière, oui. Il y a moyen de voir ces archives, ce film. Il a été disponible même chez Publico à un moment. Je ne sais pas s'il y a encore. Faudrait voir 145 rue. Faudrait voir les approvisionnements. Vas-y, redonne le titre, donc. Chers camarades. Chers camarades. C'est simple à retenir. Chers camarades. C'est un titre un peu vague, mais enfin, je voulais marquer la proximité que j'ai eue avec ces gens-là qui sont à la fois les personnages du film, mais qui ont été pour beaucoup mes camarades. Non, mais moi je trouve que le titre est super. C'est Chers camarades, oui. Ah ouais. Ça donne vraiment envie de le voir. Alors il est donc en DVD. Il est un DVD. D'accord. Bon, j'ai fait. Et il était à quel prix il était vendu? Il était vendu 15 €. 15 €, c'est supportable. Hein. Et comme toujours, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent toujours le chourer. Sauf à la Publico. Si on trouve qu'à la librairie. Non. À la FNAC, vous pouvez le chourer, mais pas à Publico. Il faudrait déjà qu'on aille en déposer à la FNAC, donc. Ouais, ça on peut le faire. Pour que vous puissiez les chourer. Avant de passer à une pause musicale, je vais vous faire des petites annonces traditionnelles. Ah oui. Et bien, il faut que je fasse vite parce que Gérard a peut-être encore quelques trucs à nous raconter. Quelque chose, j'allais dire une bêtise. Bon. Alors, la pub pour notre chère radio, comme vous le savez, comme on vous le rappelle avec cette belle voix de la Fédération anarchiste tous les mardis, vous pouvez participer en achetant la carte d'auditeur, toujours à la librairie Publico, pour 20 €, ce qui permet de renouveler le matériel. Comme de cette manière, notre technicienne chérie Maïté a des choses toutes neuves sous ses petits doigts. Pour nous faire une diffusion merveilleuse, comme elle le fait toujours d'ailleurs. Donc pour Radio Libertaire, c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il y a? La librairie Publico 145 rue Mamelot à Paris dans le 10e, métro Fille du Calvaire au Bercanf. Vous a donné le numéro de téléphone, je vous le redonne, 01 48 05 34 08, où vous pouvez commander tous les ouvrages que vous désirez, militants, littérature générale, DVD de Gérard Vidal, chers camarades, pour 15 €. Ah, quand même, les mecs, hein, vous pouvez faire craquer votre tirelire. Et puis voilà, vous avez deux permanents charmants, Laurent et Max, qui vous accueillent, oui, on peut le dire, à bras ouverts. Ils sont très tendres et qui peuvent vous conseiller si vous mêlez un peu les crayons. Mais surtout, essayez, parce que c'est une librairie, hein, c'est pas évident une librairie. Il y a plein de choses et puis des fois on peut être perdu si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut y acheter. Donc voilà. Et puis notre magazine, le magazine de la Fédération anarchiste, le Monde libertaire, qui paraît chaque semaine. Je ne sais jamais quel jour, parce que je sais pas, c'est le mardi, non? Parce que moi je le reçois le samedi, mais bon, les abonnés, oui, non, mais ça c'est la poste, hein, ils font exprès, je suis sûr. Il doit y avoir des militants trotskistes qui nous aiment pas. Alors, ouais, et où vous pouvez trouver une foultitude d'articles intéressants. Et là, je vais tout de suite vous parler d'un qui vous incitera peut-être à acheter le Monde libertaire pour le lire. C'est l'encyclopédie anarchiste enfin numérisée.
que vous pouvez trouver. C'est un camarade qui s'est payé le boulot avec toute une ribambelle de collaborateurs bénévoles. Vous pouvez trouver cette encyclopédie anarchiste qui est très rare en version papier. Lui, il a pu la numériser à partir d'une version que possédaient des amis. Personnellement, j'aurais essayé de la voler, mais enfin, lui, il est honnête. Il l'a simplement emprunté pour la numériser. Alors, c'est www.encyclopédie-anarchiste.org. Je vais pas vous l'épeler parce que je suis pas capable comme Jean d'épeler ce genre de choses. Et je vous répéter, www.encyclopédie-anarchiste.org. Et vous pouvez, comme ça, consulter l'encyclopédie anarchiste, qui, normalement, en version papier, c'est plusieurs volumes. Et là, c'est sur le net, quoi. Alors, s'il y a des articles qui vous intéressent, il y a toutes les lettres de l'alphabet, de A jusqu'à Z. Et chaque lettre de l'alphabet, il y a des articles que vous pouvez, qui parlent exclusivement de l'anarchie. Voilà. Alors, si vous pouvez trouver ce numéro du Monde Libertaire chaque semaine, soit dans quelques kiosques, vraiment le gratin des kiosques de la capitale, et là, vous pouvez les voler si vous n'avez pas de thunes, et à la librairie Publico, toujours, où vous ne devez pas les voler. Parce que nos camarades, Laurent et Max, seraient bien embêtés. Voilà, c'est fait.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, bien sûr, ou hélas, ou tant mieux. Il y en a plus pour longtemps. À Racaille, la 76e, avec à la régie les deux mêmes, qui ont l'air de bien s'entendre, et on est content, parce qu'on préfère que les gens s'entendent qu'ils se tapent dessus. Avec Jean, commissionné toujours à l'instruction artistique publique, mais là, on va un peu laisser tomber le travail très sérieux qu'il avait préparé pour cette émission, car nous avons un invité, Gérard Vidal, dont le discours, dont l'expérience, dont la foi dans son travail nous passionne. Jean, alors je te cède les clés oui, de la maison. Oui, on n'a plus, en fait, on a encore 5 minutes, disons, pour bavarder. Ouais. En finir avec Gérard, et puis de manière à ce que tu puisses nous finir l'histoire. Nous délivrer de ta voix de... Enfin, si je pleure pas avant la fin, là, ça va être pitoyable. Enfin bon. Bah, tu passeras à ce moment-là le texte à Gérard, avant que tes larmes n'aient effacé. Je suis pas très sûr de mon imprimante. Hein. Ouais. Alors, je sais pas comment est-ce que Gérard. Parce que bon, il va falloir qu'on conclue. Mais on pourra se revoir un de ces quatre, hein, parce que l'émission est ouverte toujours aux invités qui veulent revenir s'ils ont des choses à dire. Qu'est-ce que tu pourrais, en quelque sorte, au début, je te demandais d'essayer de nous dire un peu qui tu étais, ce que tu faisais, pourquoi tu le faisais, comment tu le faisais, et qu'est-ce que tu peux conclure maintenant sur ton travail, sur ton expérience, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu espères vivre encore. Est-ce que tu as une vision de l'avenir de nos camarades en grève, en manif et tout ça, rose, noire, grise? Je sais pas, c'est mi-chèvre, mi-chou, je pourrais dire. C'est très dur à mesurer parce que, bon, à la fois, c'est vrai, les raffineries, petit à petit, cessent leur blocage. Mais, je sais pas, je crois qu'il y a quand même un niveau de ras-le-bol qui est tellement élevé qu'il y a des choses qui vont rester. Ça peut pas retomber si vite, c'est pas possible, je pense pas. Ça va se manifester d'une autre façon, laquelle j'en sais trop rien. Bon, c'est pour ça faire des pronostics, bon, être noir, rose ou anxieux ou enthousiaste, je sais pas. Mais il faut laisser venir, faut voir quoi. Mais quand actuellement tu vas dans les manifs, tu fais des photos, tu rencontres ces gens-là, qu'est-ce que tu ressens? Parce que comme t'en as fait beaucoup, t'as quand même une expérience, t'as des souvenirs. Comment tu mesures la colère actuelle, la déprime actuelle? Est-ce qu'elle est très différente de celle que tu as déjà connue? Mais en ça, bon, j'ai fait beaucoup de manifs effectivement. En photo, il y a des manifs train de savate qui sont souvent des actions nécessaires assumées par la plupart des militants qui y vont par BA. Il faut y aller, il faut y être. En photographie, on tire jamais grand-chose de ces manifs-là parce que c'est pas. Il manque de la joie. Ça manque de la joie. Et c'est vrai que par contre, la dernière qui était mardi 19, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ressort chez les gens dans des manifs comme ça, de la joie, de la dignité, un peu de la volonté, un peu, je sais pas, je trouve pas forcément le mot exact, mais il se passe quelque chose. Il suffit de voir, par exemple, quitter le métro, voir la gueule des gens dans le métro complètement refermés, recroquevillés sur eux-mêmes, et puis là on a des gens dans la rue qui laissent déborder leurs sentiments, leur envie, leur révolte, leur action, qui chantent. Enfin, c'est très intéressant sur le plan photographique. Il y a des choses qui se passent. D'accord. Bien. Moi, c'est exactement le sentiment que j'ai eu. Hein. J'avais pas d'appareil photo, moi, mais c'est exactement le sentiment que j'ai eu. Il y a une espèce de force là en ce moment. Ouais. Alors, je sais pas. En même temps, je trouve que c'est vrai que le ras-le-bol est colossal et qu'en même temps, il débouche pas forcément sur une colère incontrôlable ou incontrôlée. Tout ça semble maîtriser et pouvoir aller assez loin. Alors, on va voir. Hein. Je sais pas.
Ouais, il y a des années de recul, il y a une faiblesse quand même des organisations syndicales qui se sont affaiblies depuis quand même pas mal d'années. Donc ça repart pas comme ça un seul jour, mais il y a des choses qui peuvent, il y a des graines qui sont semées là quand même dans un mouvement comme ça. Donc les consciences qui sont marquées assez profondément. Donc ça rebondira forcément. C'est pas fini. Bon, je sais pas ce qu'on va faire les étudiants là, ils sont mobilisés aujourd'hui, je crois. Après, non, ça sert à rien plus d'être pessimiste, optimiste. On va manifester, on essaye de faire ce qu'on peut, et puis advienne que pourra. Tu couvres la manif aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui, non. Quel est le critère pour que tu ouvres des manifs ? C'est une commande ? Tu vas, toi, Non, là, j'y vais comme ça, de façon personnelle, en fait. Bon, je vais à la manif, comme je peux pas m'empêcher de faire des photos, je fais des photos, quoi. Je les diffuse par le canal d'internet ou autre, quoi. Bien. Eh ben, Gérard, je crois qu'on peut conclure comme ça. En disant, t'as un mot à nous dire encore ? Non, merci de votre invitation. Tu dis pas bonjour à ta maman ? C'est nous qui te remercions. Oui, c'est nous qui te remercions. Je dirais pas à ma mère que je parle sur Radio Liberté. À son âge. Elle te croit photographe dans un magazine. Voilà. Bien, merci beaucoup Gérard, et une prochaine, on espère en tout cas. Je vais donc maintenant... Ok, une prochaine. Puis on aura peut-être le temps de dire un mot après la fin du témoignage, on verra bien. Ouais, on verra bien. Allez. Bien, donc je reprends aux gens à chuter. Comment ? Les gens courent dans tous les sens. On essaie de rester le long des façades pour se protéger le plus possible. Un jeune homme est à terre. J'entends qu'il est blessé. Et des jeunes, main en l'air, demandent aux policiers de ne pas charger. Ouais, ça c'est un doux rêve. Finalement, les policiers font reculer tout le monde. Ils cherchent à relever ce jeune homme qui se débat. Ils l'immobilisent à 3 au sol, parce que le type est blessé, mais il faut quand même l'immobiliser. Et puis ils se mettent à 3. Puis le traînent par un bras sur 20 mètres jusqu'au camion, derrière lequel il disparaît. Imaginez un mec traîner pendant 20 mètres en le tirant sur un bras. Bref. Il cherche à relever ce jeune homme qui se débat. Il l'immobilise à 3, je répète, au sol, puis le traîne par un bras sur 20 mètres jusqu'à leur camion, derrière lequel il disparaît. Devant moi, une jeune fille, environ 15 ans, en pleurs, dans les bras d'une amie à elle. Elles vont voir les policiers, demandent à sortir, disent de plus en pouvoir, veulent rentrer chez elles. Leur réponse, ils leur disent de dégager. Des détonations continuent de retentir. La fumée recouvre la place. Il est dur d'ouvrir les yeux et de respirer. À 30 mètres à ma droite, une jeune fille est étendue sur le sol. Les gens crient pour qu'on appelle les pompiers. Finalement, au bout de 10 minutes, des policiers repoussent tout le monde et l'entraînent plus loin. L'hélicoptère tourne toujours au-dessus de nos têtes. Devant notre incompréhension, un policier nous dit que c'est une innovation policière. Ils ont un sens de l'humour assez particulier. Un rassemblement commence à se faire au milieu de la place. Tout le monde commence à avoir peur de ne plus pouvoir en sortir. Cris de protestation. Quelques pierres sont jetées. Ils répondent encore par des lacrymos et des détonations extrêmement sonores. Oui, ça c'est des grenades, oui, probablement. Mais pas des grenades qui tuent, des grenades qui assourdissent. Finalement, ils décident de sortir les camions à eau anti-émeute. Ils arrosent. Les gens sont dispersés. Je commence à craquer. Il n'y a plus de soleil sur la place. Il fait froid. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Vers 18h, les policiers nous informent qu'on peut sortir par l'angle nord. Tout le monde s'y rend. Ils nous répondent par des lacrymos. Les gens crient, les mains en l'air. On nous a dit qu'on pouvait sortir par là. Rebelote, fusée, lacrymos, dispersion. À la 3e tentative, les policiers nous laissent enfin sortir, un par un, relèvent les noms, prénoms, adresses, puis font une fouille au corps et vident les sacs. Comme nous sommes plus de 200 personnes, cela prend beaucoup de temps. On se serre docilement pour faire la queue. Tête baissée, alignée, ils rabattent tous les prisonniers à l'extrémité de la place. Ils nous disent qu'on sortira tous, mais au compte-gouttes. On attend ceux qui n'ont pas leur papier d'identité. On attend. Ceux qui n'ont pas leur papier d'identité sont mis de côté. Tout ça, ça rappelle des souvenirs. On finit par nous laisser passer. Pardon. Pendant qu'elle me palpe, une policière me dit qu'elle va faire ça vite. Je suis écœuré. Cela fait presque
6 heures que la police a reçu l'ordre de ne pas laisser sortir personne de la place Bellecour. Pardon. 6 heures qu'au moins 200 personnes sont privées de leur liberté essentielle. Circuler, manger, boire, aller aux toilettes. 6 heures que l'on est retenu sur une place publique, sonné dans l'incompréhension avec plus d'une centaine de policiers qui nous encerclent, pointent sur nous leurs armes au moins de mouvements de foule et les utilisent. Avec un hélicoptère qui tourne quasiment en permanence. Le policier qui contrôle l'identité de mon ami lui dit « Au moins, vous n'aurez plus envie de recommencer. » Mais l'air lâche. Un policier s'aperçoit que je suis en pleurs et se charge de nous amener rapidement derrière le dernier cordon de police qui nous sépare de l'extérieur. Il nous fait passer au milieu d'un groupe d'une trentaine de jeunes, tous typés maghrébins, quel scoop, ou africains, qui sont en train de monter dans un bus. Je me demande où ils vont. Au poste pour contrôle des identités. Il est 18h45. Les policiers disent qu'ils les relâcheront dans la soirée. 2 bus vont ainsi partir en direction du commissariat. Une fois passés les cordons de CRS, je rejoins les manifestants libres. Excusez-moi, j'ai du mal à tourner la page. Qui, après la manifestation, sont venus au plus près de la place Bellecour pour nous soutenir. On nous propose à manger, on nous réconforte. Pour terminer, je vais au premier bar que je trouve pour aller aux toilettes. Le propriétaire refuse. Il m'a dit qu'il vient déjà de refuser à 10 personnes et qu'il ne fera pas d'exception pour moi. Je pisse dans la rue, sous le regard des passants et des manifestants. Humilié, on m'a retiré le droit de manifester, on m'a retiré le droit de circuler librement. Nous étions parqués comme des animaux, parfois rabattus d'un côté ou de l'autre de la place par des groupes armés mobiles. Je n'ai insulté personne ni levé la main sur quiconque. 6 heures de garde à vue collective à ciel ouvert, avec intimidation policière. Durant ces 6 heures, aucune vitrine de la place n'a été brisée, aucune dégradation de biens publics. Je peux vous dire que pourtant, au bout de plusieurs heures, je commence à nourrir une certaine colère. Cette rétention était injustifiée, anormale, et les armes déployées étaient démesurées face à la population retenue. Je me rendais simplement, comme beaucoup de ceux présents cet après-midi à Bellecour, à une manifestation déclarée et autorisée par la préfecture. Ce soir, je n'arrive pas à dormir. Lou Andrea, étudiante à l'école normale supérieure, master de sociologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est loin dans ce témoignage où on aura remarqué que ceux qui ont vu des images des manifestations place Bellecour, on est très très loin de ce qu'on a pu voir comme image, y compris sur les chaînes de France Télévisions, Ouais. Où on nous a montré des images de casseurs. Voyons, bien sûr. Mais quand la police casse, on ne nous la montre pas. Et vous aurez entendu que il y a un délit de faciès caractérisé, qu'une exception en France, ça n'arrive jamais. Qui est-ce qu'on a embarqué dans des cars de flics des jeunes gens de type maghrébin ou maliens, comme si ces jeunes gens-là ne pouvaient pas être des étudiants comme les autres, qui sont blancs, et c'était forcément des gens suspects de produire de la violence. Voilà. Bon, 2 expos pour changer de ton, pour finir en vitesse. Félix Nussbaum, ça c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, 71 rue du Temple, dans le 3e arrondissement. C'est valable jusqu'au 23 janvier 2011, vous avez du temps. L'exil et le danger précipiteront Nussbaum dans une peinture qu'on peut qualifier d'existentialiste, sur la condition en fait du juif pourchassé, auquel il donnera une expression fascinante. Tu as vu des images là, oui. Illustre de symboles qui questionnent en fait le pouvoir de l'art et le rôle des modèles et des réalités auxquelles il s'attache. Assassiné à Auschwitz, je ne sais plus exactement en quelle année, ses œuvres les plus importantes et les plus spectaculaires sont présentées pour la première fois en France. Voilà, ça c'est à ne pas manquer. Et puis André Kerstets, ça c'est pour notre ami Gérard, photographe, au musée du Jeu de Paume, c'est 1 place de la Concorde dans le 8e arrondissement de Paris. C'est valable jusqu'au 6 février. L'exposition montre en fait comment dans l'œuvre de Kerstets, qui est un de nos grands photographes, s'élabore une poétique de la photographie, un véritable langage photographique selon ses propres termes.
Le parcours d'image proposé met en valeur l'autonomie de chaque photographie, c'est très intéressant, tout en le ponctuant en fait par des séries ou des thèmes récurrents, comme par exemple les distorsions, les buildings new-yorkais, les cheminées ou la solitude. Voilà, pour les 2 expos à ne pas manquer de la semaine. Merci beaucoup Jean. Donc on salue Gérard, on le remercie encore une fois d'avoir accepté une invitation. Merci à vous. Ouais. On espère qu'on te reverra parce que tu as encore plein de choses à nous raconter et aux auditeurs aussi. On remercie la régie et salue les copains, les copines. Salut à tous. Salut. Arc de limite, il faut que ça